Votre santé, l'innovation au cœur des hôpitaux lyonnais avec Fournival Altesse, fabricant de brosses à cheveux françaises. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de TLM dédié à votre santé. Ce mois-ci, c'est au sujet de la procréation médicalement assistée que nous nous intéressons et nous serons accueillis par toute l'équipe du professeur Bruno Salle à l'hôpital Femme-Mère-Enfant. Bonjour professeur Bruno Salle, votre service est l'un des 3 premiers centres de procréation médicalement assistée en France. Qu'est-ce que cela signifie à la fois qualitativement et quantitativement? Vous avez ici un des plus gros centres d'aide médicale à la procréation de France, mais surtout vous avez une équipe qui va prendre en charge le couple, c'est-à-dire que vous avez une équipe de 5 à 6 gynécologues, des gynécologues médicaux, des andrologues, et nous sommes un des rares centres d'aide médicale à la procréation de France où les andrologues sont in situ dans le centre, et aussi une équipe de 5 à 6 biologistes qui vont gérer toute la manipulation des gamètes et des embryons. Et enfin, les couples sont pris en charge par une équipe de 5 à 6 sages-femmes qui sont en connexion permanente entre le couple et l'équipe médicale. Comment se répartit votre activité entre les actes que vous considérez de routine, la FIV, l'insémination, et les actes plus originaux, plus innovants qui relèvent de vos recherches? Alors, à peu près 1500-1600 cycles de fécondation in vitro par an, entre 5 et 600 cycles d'insémination intra-utérine par an, ce qui est stricto sensu la définition de l'aide médicale à la procréation. Et comme une matinée comme aujourd'hui, comme vous avez vu, il y a 7 ponctions folliculaires, il y a une chirurgie testiculaire, et puis surtout, vous avez vu en préambule de la matinée, une greffe ovarienne, et ça c'est quelque chose de très spécifique au centre, c'est-à-dire que nous concentrons tous nos efforts sur la préservation de la fertilité, 80% de l'activité de routine et 20% d'activité innovante, notamment dans le champ de la préservation de la fertilité. La particularité de votre discipline est que vous travaillez sur la création de la vie, que ce qui aujourd'hui est considéré comme éthiquement acceptable. Alors, ce qui est autorisé par la loi, c'est l'aide médicale à la procréation intra-couple, et le couple est défini par le premier alinéa de la loi, c'est-à-dire c'est un couple, un homme et une femme vivant au moment de l'acte de l'aide médicale à la procréation. Est autorisé le don, comme je vous l'ai dit, le don d'ovocytes, le don de spermatozoïdes et l'accueil embryonnaire. Et puis, il y a aussi d'autres techniques, mais qui ne sont pas faites aux Hospices civils de Lyon, ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, qui sont faits dans des centres très spécifiques en France, Paris, Montpellier, Nantes et Grenoble. Une grande partie de l'activité du service est consacrée à des travaux de recherche, et il faut savoir que les Hospices civils de Lyon ont investi tout récemment 600 000 € dans un laboratoire de classe D. Bonjour, Dr Jacqueline Lornage. Qu'est-ce qu'un laboratoire de classe D et quels en sont les atouts, les avantages par rapport aux autres types de laboratoires? Alors avant, effectivement, on avait déjà la filtration, on s'était déjà inquiété de la source d'air frais, donc elle est prise dehors. On sait que dans cette source d'air frais, il y a des polluants, notamment des composés organiques volatiles, et donc on avait des filtres qui les éliminaient. Dans la classe D, c'est surtout la surpression qu'on n'avait pas et que l'on a mis en place. L'air n'arrive jamais de l'extérieur sans être contrôlé. Comment fabrique-t-on des embryons? Alors, on va plutôt créer un embryon dans un projet parental. Cet embryon, c'est le projet d'un couple. Donc, le couple va arriver le matin ensemble, donc en gynécologie. Monsieur va descendre faire son recueil de sperme. Madame va partir au bloc opératoire où elle va avoir ce que l'on appelle une ponction ovocytaire, où on va prélever les ovocytes par voie vaginale. Et ensuite, on va faire dans le laboratoire la recherche des ovocytes, le recueil des ovocytes que l'on va mettre en culture dans des petites boîtes de culture à 4 puits. Alors le time-lapse a complètement révolutionné votre pratique puisqu'aujourd'hui vous pouvez suivre le développement de l'embryon directement sous la caméra. On n'a plus ce stress qui peut se produire lorsqu'on sort une boîte et qu'on la met à température ambiante, même si tous nos plateaux, tous nos postes de sécurité microbiologique sont équipés de plateaux chauffants. C'était quand même un stress, donc on élimine ce stress.
Si la congélation des spermatozoïdes sous forme de paillettes est assez connue, celle d'ovocytes l'est en revanche beaucoup moins. Après des expériences concluantes de congélation d'ovaires de brebis réalisées dès 1997, la congélation de tissus ovariens humains a débuté aux HCL en 2003, avant même la création de l'HFME en 2008, et a donné lieu à 4 grossesses depuis 2014, dont déjà 3 naissances et une à venir prochainement. Bonjour Odile Lépinasse, pouvez-vous commencer par nous raconter cette magnifique aventure, c'est avec ce cas clinique de cette jeune fille de 17 ans atteinte de leucémie, chez qui on a préservé la fertilité et qui aujourd'hui a le bonheur d'être maman. C'est une patiente que nous avons eue en cryoconservation en 2000, pour lequel nous avons conservé pendant 12 ans ses ovaires dans de l'azote liquide. Et en 2012, elle a donc bénéficié d'une greffe ovarienne. Et quelques mois plus tard, quasiment 18 mois, elle nous a annoncé en fait la naissance suite à une grossesse spontanée. C'était notre première patiente pour laquelle on avait une grossesse suite à une cryoconservation et greffe de son ovaire. En quoi consiste la vitrification d'ovocytes? Comment est-elle techniquement réalisée? Alors, la vitrification ovocytaire est une congélation ultra rapide, c'est-à-dire que nous passons de 37 degrés à moins 196 degrés immédiatement. Les ovocytes sont mis en contact avec des cryoprotecteurs, évitant la formation de cristaux qui seraient délétères pour la structure de l'ovocyte. Alors pour l'instant, nous avons fait pas mal de vitrification ovocytaire au sein du centre. Peu de patientes ont bénéficié d'un réchauffement, c'est-à-dire d'une décongélation de ces ovocytes. Néanmoins, nos études scientifiques ont permis d'établir qu'on avait un taux de survie de plus de 80%. Les couples qui passent en AMP ont recours à la vitrification embryonnaire. C'est une technique quotidienne et pour laquelle nous avons plus de 96% de taux de survie. Et les taux de grossesse sont très bons, ils sont à 27% au sein de notre centre. Quels sont les critères d'éligibilité pour l'une ou l'autre de ces techniques? La préservation de la fertilité est préconisée lorsque des patients vont subir un traitement de chimiothérapie et ou de radiothérapie qui sera gonadotoxique. Dans ce cas-là, 2 cas de figure, on pourra proposer soit une vitrification ovocytaire, soit une cryoconservation ovarienne. Le degré d'urgence sera prépondérant, mais il faudra attendre que la jeune fille soit en âge de procréer, soit pubère, pour pouvoir avoir une vitrification ovocytaire, car une stimulation ovarienne est nécessaire au préalable. Mais dès le plus jeune âge, nous pouvons proposer une cryoconservation ovarienne, c'est-à-dire de bébé 6 mois jusqu'à l'âge adulte. Damien Decran a recueilli le témoignage d'un couple suivi dans le service de PMA. Reportage. Pour Noémie et Michael, tout débute après un an de tentatives infructueuses. N'arrivant pas à obtenir la grossesse tant désirée, ils décident ensemble d'aller creuser un peu pour tenter d'identifier le problème. Je fais une série de tests et Michael fait aussi de son côté une série de tests. Et là, les résultats d'analyse arrivent. Voilà, donc un soir, je reçois un appel de Noémie. Rentre vite, en pleurs. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, on reçoit par courrier les résultats de l'analyse. Et donc c'est sans appel, oligoasténozoospermie sévère. Il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. On se dit comment va devenir notre vie de couple, comment notre famille va se construire, comment on va y arriver, est-ce qu'on a des solutions, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, pourquoi nous, on ne comprend pas. Sur les conseils d'une amie médecin, Noémie et Michael s'orientent alors vers l'hôpital femme-mère-enfant. On va à notre premier rendez-vous de consultation en PMA. Là, on nous dit clairement que pour avoir un enfant, il faudra passer par des FIV, par des fécondations in vitro. Et là, on nous trouve une solution. Donc, on était passé d'un stade où c'était chaotique, où il n'y avait presque plus d'espoir, à un stade euphorique. Et surtout que la première FIV s'est enchaînée très rapidement. Ça marche, on arrive à avoir des embryons. On était sûr à 99% que ça allait marcher. Et boum, ça rate. On le vit mal, c'est vraiment quelque chose qui est dur à encaisser, mais on a eu de la chance d'être accompagnés déjà par le professeur qui nous suivait et qui nous a toujours donné confiance. Et puis après, pour ma part, en intégrant certaines thérapeutiques alternatives, complémentaires plutôt. Il y a eu un traitement homéopathique, il y a eu une prise en charge par acupuncture, il y a eu également, j'ai vu un ostéopathe. Voilà, j'ai essayé de me faire accompagner pour vivre mieux ces tentatives. Noémie et Michael enchaînent 2 nouvelles tentatives sans succès. La confiance quand même, c'était de plus en plus difficile. Au bout de 3 échecs, on se dit est-ce que ça va marcher un jour, c'est plus difficile.
Et là, donc, on a eu une proposition du professeur de tester une nouvelle technique, parce que le problème venait de moi, hein. Donc de faire une biopsie testiculaire. On n'y croyait plus, et ça a marché. Hein, donc on n'y croyait pas, je me souviens, en ouvrant la lettre, tu avais commencé à sangloter. Enfin, c'était extraordinaire, quoi. C'est fou, on n'y croyait pas, donc il fallait faire la prise de sang ensuite, refaire une prise de sang 2 jours après. Et enfin, c'était extraordinaire, c'était un rêve. Après c'est du bonheur qui s'enchaîne. C'est du bonheur qui s'enchaîne quand le bébé arrive et qu'il est là. Mais par contre, on n'oublie pas par où on est passé. Et on sait la chance qu'on a, d'avoir notre fils aujourd'hui avec nous. Nous avons pu voir que les technologies disponibles aujourd'hui ouvrent l'univers des possibles. Pour autant, peut-on tout faire? Quelles sont les limites que sociétalement on se fixe? Les questions dépassent évidemment les limites médicales et sont des questions de société, auxquelles réfléchit le comité de bioéthique afin d'adapter le cadre législatif. Alors, comme évoqué en début d'émission, votre activité est très encadrée par la loi de bioéthique. Justement, quels vont être les 4 sujets principaux qui vont faire l'objet de révision de cette loi de bioéthique en février 2019 ? Alors, un, c'est la congélation sociétale, c'est-à-dire d'ovocytes, c'est-à-dire proposer à toute jeune femme d'éventuellement vitrifier, congeler ses ovocytes pour pouvoir les utiliser ultérieurement. La deuxième chose, c'est éventuellement les couples homosexuels féminins qui auraient accès à l'insémination intra-utérine avec sperme de donneur. Et puis, aussi attenant et qui découle de cette affaire, c'est les femmes seules qui pourraient éventuellement aussi, si elles ont un projet parental, avoir accès aux dons de sperme. Et puis la dernière chose qui va être proposée, ce qu'on appelle le transfert ou l'insémination post-mortem. Ce sont des femmes dont le conjoint est malheureusement décédé et qui pourraient avoir une insémination avec les spermatozoïdes de feu son mari, ou un couple qui a eu des embryons congelés, et si le mari est décédé, la femme pourra avoir un transfert embryonnaire de ces embryons conservés. Quels seraient vos besoins en matériel ou autres pour continuer à être à la pointe ? Bon, les besoins sont constants parce que le matériel évolue en permanence, et si on veut être à la pointe en permanence, il faut en permanence acheter de nouveaux matériels qui permettent à la fois de travailler sur la sécurité de la prise en charge des couples et sur la traçabilité qui est aussi un élément extrêmement important. Notre émission est à présent terminée. Nous remercions tout le service de procréation médicalement assistée de l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Bron de nous avoir si gentiment accueillis et dévoilé toutes ces techniques fabuleuses, fascinantes. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission Votre Santé sur TLM à l'hôpital de la Croix-Rousse où nous parlerons de sommeil avec le professeur Petitjean. Votre santé, l'innovation au cœur des hôpitaux lyonnais avec Fournival Altesse, fabricant de brosses à cheveux françaises.